Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, on avait coché cette date dans l'agenda du 4 mars euh, pour revenir vers vous, pour vous commenter, en tout cas vous donner un maximum d'informations par rapport à un texte qui était très attendu, qui est celui du texte du projet Omnibus. On y revient juste après. Donc, on a choisi avec Alizé de centrer notre information. Ce webinaire pour voilà, actualiser finalement la directive CSRD avec ce que prévoit ce projet de texte européen et essayer de comprendre finalement quelles sont les conséquences immédiates pour les organisations qui étaient concernées par cette directive CSRD. Il y a une semaine, on ne savait pas évidemment quelle serait la teneur de ce webinaire, donc on l'a évidemment adapté, teinté de cette actualité qui est évidemment majeur, qui marque un tournant même dans finalement le reporting de durabilité tel qu'il avait été initié. Alors, donc je suis accompagné d'Alizé, comme je l'ai évoqué. Alizé, je te laisse peut-être te présenter pour nos auditeurs. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Alizé, associée au sein du cabinet Orcom, expert comptable, commissaire aux comptes et surtout commissaire aux comptes durabilité. Donc, je suis responsable de toute la partie offre extra-financière et j'accompagne nos clients sur la mise en place de cette fameuse CSRD. Et donc moi c'est Valentin Douliger. Moi je suis aussi associé, expert comptable et commissaire aux comptes et directeur général d'Orcom. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et donc de parler de cette fameuse directive CSRD, mais surtout donc de cette actualité qui évidemment a beaucoup occupé l'espace ces derniers jours avec donc ce projet de texte Omnibus. Peut-être vous rappeler un peu en introduction et après Alizé nous expliquera qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet de simplification. Donc, simplement vous rappeler que cette directive CSRD, donc, qui est une directive européenne qui a trouvé donc une transposition dans le droit français en décembre 2023 avait deux apports majeurs. Le premier apport, c'était ce principe de la double matérialité, qui permet aux entreprises de prendre conscience d'une part de leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. On parle des fameux critères ESG, on parle de cette fameuse matérialité d'impact. Et ensuite, de mesurer ces impacts sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. C'était l'apport de cette fameuse directive. Et enfin, d'en déduire les risques et opportunités liés à la durabilité. On parlait cette fois-ci de matérialité financière. Donc, on avait tout ce travail en amont, ce travail d'analyse qui consistait finalement à poser une chaîne de valeur et ensuite à faire cette analyse de double matérialité pour ensuite arriver à une obligation, à des exigences de reporting. Ce fameux rapport de durabilité, c'était les grandes lignes de cette directive CSRD. Donc ça, c'était avant mercredi dernier, le 26 février exactement. Alors, Alizé, ce projet de simplification Omnibus, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, tout d'abord, je voulais repréciser qu'il est important de dire que rien n'est décidé à ce stade. C'est vraiment un projet aujourd'hui, donc il est difficile vraiment de prétendre de savoir qu'est-ce qui va changer concrètement dans notre cas en France, puisque c'est un projet qui est vraiment européen. Qu'on peut retenir aujourd'hui des principaux points qui ont été publiés la semaine dernière, c'est tout d'abord l'idée de l'Europe. Là, ce serait quand même laisser du temps à nos entreprises pour vraiment organiser la mise en place de ce rapport extra-financier au sein de chaque entreprise. Tout d'abord en proposant un report de 2 ans pour les entreprises qui sont concernées par les publications en 2026. On parle de la vague numéro 2 et de ceux qui devaient publier en 2027, donc la vague numéro 3. Ensuite, dans cette mesure de simplification, il y a aussi le fait que toutes les entreprises qui seraient concernées aujourd'hui ne le seraient peut-être pas demain par des rehaussements de seuil. Et le plus important, c'est de regarder le premier critère, ce serait 1000 salariés. Donc aujourd'hui, si l'entreprise aurait moins de 1000 salariés, ne serait plus soumis à la CSRD. Et après, on regarderait dans un second temps les deux autres critères qui sont le chiffre d'affaires supérieur à 50 millions et le total bilan supérieur à 25 millions d'euros.
Donc là, déjà, on pourrait dire qu'une partie des entreprises ne seraient peut-être plus soumises à la CSRD demain. On parle de 80% d'entreprises qui étaient dans le scope jusqu'au 26 février qui sortiraient, du coup, si ces textes vont au bout, qui sortiraient du scope d'application de la CSRD. Donc c'est pour ça qu'on parle de virage majeur par rapport à cette directive originelle. C'est ça. Ensuite, dans les autres simplifications, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les normes ESRS, on a 1200 data points, 1200 informations quantitatives et qualitatives à venir produire, ce qui est assez lourd à mettre en place aujourd'hui dans certaines organisations. Donc là, l'Europe dit on va venir simplifier, mettre moins d'indicateurs à publier et surtout, on va supprimer les normes sectorielles qui devaient normalement sortir en 2025. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose où on va venir simplifier cette partie-là. Ensuite, toutefois, la norme, elle ne dit pas faut tout arrêter. On va aller faire quelque chose vers une norme qui est plus simple, qui va être sous format volontaire, qui est la VSME. Donc, la norme, on va simplifier, mais on ne va pas forcément s'arrêter dans l'élan que les entreprises ont pu commencer aujourd'hui, à savoir quand même certaines d'entre vous, je pense, qui sont connectés aujourd'hui, ont commencé à réaliser sa chaîne de valeur et l'analyse de double matérialité. Donc, tout ce travail-là ne serait pas perdu puisque vous pourriez, du coup, aller plutôt vers la norme VSME. On y reviendra tout à l'heure. On fera un focus justement sur cette fameuse norme VSME qui manifestement s'imposera finalement comme étant peut-être cette norme de référence plus simple mais volontaire. Voilà. Et l'autre impact qu'on peut voir, c'est aussi la protection des PME, parce que quand on lisait quand même cette directive CSRD, toutes nos entreprises étaient impactées par ricochet, puisqu'il fallait qu'on aille l'entreprise qui était soumise, qui était vraiment la donneur d'ordre de certaines PME, on devait aller publier, demander des informations extra-financières qu'elles n'avaient peut-être pas entre leurs mains, ces entreprises. Donc là, on va peut-être moins creuser auprès de certaines parties prenantes qui étaient nos sous-traitants, nos sous-sous-traitants, et donc venir un peu les protéger. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces principes de report, de simplification, d'augmentation des seuils, c'est une discussion qui est au niveau européen. Donc, c'est la Commission européenne aujourd'hui qui a mis ce débat au sein du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Donc là, il faut attendre l'adoption au niveau européen pour qu'ensuite chaque État membre de l'UE puisse ensuite l'appliquer au sein de leur propre pays. Donc aujourd'hui, nous en France, on a la directive qui est sortie en décembre 2023. Elle s'applique toujours aujourd'hui tant qu'il n'y a pas un nouveau texte qui va arriver. Alors dans les prochains mois, voire dans un an, puisque c'est assez long d'adopter une nouvelle loi. Donc aujourd'hui, si vous êtes soumis, vous restez soumis à la CSRD tant qu'en droit français, on n'a pas un projet de loi définitif. Donc là, effectivement, on s'installe dans une période un petit peu trouble où finalement on a un dispositif législatif en France qui était complet, donc qui visait à rendre d'application dans le schéma et dans le périmètre qu'on connaît de la CSRD. Au niveau européen, donc on remonte d'un échelon, on a ce projet omnibus qui est donc déposé par la Commission européenne, qui va donc maintenant suivre le processus d'adoption au niveau européen, c'est-à-dire être examiné par le Parlement d'abord, le Conseil de l'Union européenne ensuite. Donc on va avoir un jeu législatif à trois bandes qui va prendre le temps de la concertation, même si il a été fait priorité de ce texte, mais enfin voilà, les observateurs évoquent peut-être un délai de 6 mois. Et ensuite, une fois que le texte finalisé, donc là aussi, il est évidemment sujet et potentiellement soumis à arbitrage, ce texte devra être publié au journal officiel de l'Union européenne et ensuite les différents États membres, donc la France, devra aussi faire affaire de ce texte-là et de voir dans quelle mesure il est transposé en droit français. Donc on rentre dans cette zone un petit peu, voilà, cette zone un peu trouble, un peu grise, voilà. Et pour autant, vous voyez que les ambitions de ce projet de simplification qui était attendu, étaient même souhaitées de la plupart des entreprises et des observateurs, y compris nous. Simplement, là, on parle même plus de simplification, mais presque de dérégulation par rapport à l'ambition de ce projet de texte originel et du pacte vert. Mais peu importe, c'est la situation et on peut quand même, sans faire de pronostic, quand même imaginer que ces propositions devraient être retenues quand même en grande partie dans le texte final. Donc si on se résume, on a donc un report de 2 ans
pour les organisations qui resteront soumises à cette obligation de reporting extra-financier. Les entreprises qui resteront soumises à ce reporting, ce sont les entreprises qui emploient plus de 1000 salariés. Hein, ça, c'est le critère numéro 1. Et ensuite, qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions d'euros ou total bilan supérieur à 25 millions d'euros. Donc, on a une mécanique de seuil qui change radicalement par rapport à la version originale du texte CSRD. Et donc, je redis ce chiffre, hein, on n'aurait plus que 20% des entreprises concernées par cette directive qui resterait concernée. Donc, voilà, c'est vraiment un virage très très fort marqué par l'Europe dans son ambition de reporting extra-financier en tout cas. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc évidemment, on vous tient informé des évolutions réglementaires. On peut s'attendre peut-être, bon là évidemment c'est de l'anticipation, mais est-ce qu'en France, il y a peut-être un décret qui soit pris assez vite quand même pour en tout cas installer ce délai de ce report de 2 ans pour tout simplement laisser à l'appareil législatif le temps de faire son œuvre et que ça redescende notamment au niveau du rehaussement des seuils. Du coup, on peut s'interroger. Moi, j'ai commencé à travailler sur la CSRD. Quoi faire dans ce contexte, Valentin? Alors effectivement, c'est un peu la question que peut-être vous vous posez. En tout cas, nous, on se la pose déjà depuis une petite semaine que ce texte est sorti, puisqu'on a évidemment œuvré déjà avec certains d'entre vous pour essayer évidemment de regarder ce texte CSRD, puisqu'il était déjà un petit peu ancien et on avait des échéances qui commençaient à s'approcher. Utile quand même aussi de rappeler que la vague numéro 1, c'est-à-dire les sociétés importantes, les sociétés cotées, sont en phase de publication des premiers rapports de durabilité. Donc, on a quand même cette directive qui est d'application aujourd'hui pour déjà cette première vague. Alors, on voulait vous partager ce jour, pas vous faire simplement un exposé de la situation législative et réglementaire et ses évolutions, mais simplement aussi vous donner notre vision, notre position par rapport à cette situation. Pour répondre à cette question, la première chose à faire, selon nous, c'est de revenir finalement à l'ambition originelle et l'objectif du texte qui avait été posé par l'Europe avec cette directive CSRD. C'était finalement, et si on essaie de résumer, en tout cas c'est comme ça que nous on le comprend, c'est d'interroger son modèle d'affaires. Finalement, c'est de mener une réflexion en profondeur. Pour mener une réflexion en profondeur, il faut souvent une méthode, il faut un outil. Et c'est là où finalement on revient sur cette démarche de responsabilité sociétale des entreprises, des organisations d'une façon plus générale, qui, et là aussi c'est notre compréhension, pour nous est un outil, une méthode de stratégie d'entreprise finalement, qui permet tout simplement de poser une équation un petit peu différente et qui permet surtout d'envisager de s'améliorer. Pour ça, cette méthode, elle impose des principes, on l'a rappelé en introduction, donc la modélisation d'une chaîne de valeur qui intègre l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire de mener cette réflexion sur finalement quelle est ma chaîne de valeur entre l'amont et l'aval, de mener cette analyse de double matérialité pour sortir de la simple matérialité financière, mais aussi considérer la matérialité d'impact dans sa globalité par rapport à mes activités et de voir comment cette matérialité, évidemment, elle peut être négative, mais aussi positive et aussi mettre en valeur les éléments positifs. Une fois que j'ai mené cette réflexion, que j'ai posé finalement l'équation de mon modèle d'entreprise, de mon modèle d'affaires, je peux ensuite en définir des indicateurs performants pour en mesurer la performance. On y reviendra ensuite avec une présentation dédiée. On partagera aussi comment, par rapport à cette analyse de performance, on peut raisonner aujourd'hui. Et à la fin, prendre des engagements, c'est aussi communiquer, c'est aussi les poser sur un reporting dans un objectif évidemment de mesure d'abord pour justement rechercher cette amélioration, de savoir d'où on part et ensuite d'être aussi en mesure d'être transparent par rapport à ces fameux engagements et donc c'était ce reporting extra-financier. Donc ça, c'était l'ambition originale du texte qui était évidemment bonne, on ne peut pas se détourner finalement de la vertu d'interroger son modèle d'affaires et de le faire régulièrement et profondément. Simplement, l'échec du texte aujourd'hui qui nous conduit finalement dans cette situation et ce projet Omnibus, c'est sa complexité. Finalement, la complexité a détourné cet objectif pionnier, cette ambition vertueuse de ce texte en fléchant finalement beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de dépenses sur du consulting, sur des outils. Et finalement, ça s'est fait
au profit d'une complexité, d'une conformité et au détriment finalement de ce qui était recherché, c'est-à-dire d'agir, de transformer, d'investir. Et quand on parle d'investissement, on est nécessairement sur des temps longs. Et donc, finalement, on devait gagner du temps et finalement, on a peut-être pris du retard. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, évidemment, il y a un virage qui est fort, qui est lourd, un message envoyé avec ce retour finalement en arrière. Mais finalement, nous, on envisage cette simplification vraiment comme une opportunité, hein, de maintenir toute l'énergie qui avait été initiée sur ces sujets-là, mais finalement de la réallouer, de la réorienter peut-être sur ce qui a du sens. Et ce qui a du sens aujourd'hui, c'est d'agir et de passer à l'action, de mener ces choix d'investissement, ces choix forts pour assurer la pérennité des modèles plutôt que de produire des reportings complexes. Donc voilà, nous on va s'arrêter sur cette idée que finalement on attendait une simplification. Aujourd'hui, c'est presque une dérégulation par rapport à l'ambition initiale du texte. On va mettre de côté les mauvais, finalement, cette complexité et on va pouvoir revenir vers quelque chose qui va nous amener cette liberté d'action, ce côté volontaire. Alors, ça, c'est notre vision. Notre vision, il faut la mettre évidemment en perspective du monde dans lequel on vit. Et ce monde, il se transforme vite. Hein. Les transformations, c'est ce qu'on a écrit sur ce slide, elles sont durables, elles sont profondes. On a des enjeux qui sont des enjeux nouveaux, des enjeux évidemment liés à la préservation de notre environnement, des enjeux liés au partage de la valeur. On parle beaucoup d'enjeux sociaux, d'enjeux sociétaux sur l'impact de l'entreprise sur notre société dans sa globalité, mais aussi des enjeux de marché. On voit aussi que les choses vont vite en ce moment, des enjeux d'innovation. On voit aussi l'arrivée de nouvelles technologies qui finalement reviennent et nous transpercent finalement avec violence dans certains modèles. Donc tout ça nous conduit tout simplement à nous poser des bonnes questions. Ces bonnes questions, c'est d'interroger. On revient sur finalement l'origine et l'ambition originelle de ce texte, c'est interroger les modèles, les adapter pour répondre finalement à une équation qui est plus complexe, avec cet objectif finalement qui est essentiel, durée, c'est-à-dire assurer la pérennité des modèles et ensuite rechercher évidemment de la performance. On a souvent opposé durabilité et performance. C'est malheureusement aussi un petit peu l'échec finalement de tous ces processus. Entreprendre n'est pas attendre. Donc on a trop souvent en 2024 et déjà en 2025, sur ce début d'année, on observe cette forme un petit peu d'attentisme. Alors c'est normal d'attendre quand on est dans cette instabilité, mais attendre, c'est l'opposé de cette notion d'entreprendre, d'aller de l'avant. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à continuer à poursuivre ou à engager, si ce n'est pas encore le cas, cette démarche. Voilà, de notre point de vue, assurer cette interroger son modèle d'affaires, c'est se donner justement un avantage de compétitivité. On peut le présenter d'une autre façon finalement, parce que si je vous pose toutes ces questions, c'est quoi les marchés, vos marchés pour demain? Quelles sont les conséquences géopolitiques sur vos modèles? On voit en ce moment que, évidemment, entre ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et les répercussions évidentes que peuvent avoir sur les exportations, quels sont vos clients pour demain? Quelles sont les ressources nécessaires à l'exercice de votre activité? Quelle disponibilité peut-on y avoir accès? Quelle accessibilité? Quel coût d'approvisionnement? Quel impact sur l'environnement dans sa globalité? C'est finalement à toutes ces questions-là qu'il faut aujourd'hui répondre et qu'on en ait l'obligation ou pas, il faut juste comprendre que c'est bon pour son organisation de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas mettre de côté toute cette énergie qui avait été initiée au profit de cette analyse de durabilité, de double matérialité. On peut aussi évidemment revenir sur tout ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années. On a vu qu'on a dû faire face à des situations inédites, des situations de crise qui sont encore subies aujourd'hui pour certaines et qui démontrent à quel point les modèles peuvent être sujets à des chocs d'une grande violence. Évidemment, sur l'épisode sanitaire, cette compétition internationale qui s'intensifie, l'instabilité gouvernementale, l'instabilité réglementaire. Tout ça, c'est pas facile évidemment d'agir dans cette période-là.
toutes les catastrophes naturelles, le réchauffement, le changement climatique, la démographie qui viendra aussi évidemment. Tout ça, ce sont des données qu'on ne peut pas ignorer et qui imposent évidemment d'interroger son modèle en profondeur. Et puis, comment ne pas parler aussi de la révolution technologique qu'on a déjà aussi effleuré au cours de cet exposé. Donc tout ça nous conduit à interroger nos modèles, en mesurer les impacts, mais aussi en déduire les risques et opportunités. On parle aussi de sécurité économique. Voilà, on parle même d'économie de guerre. Enfin, vous voyez un petit peu tous les termes qui sortent aujourd'hui dans les différents médias, qui font que l'ambition, il ne faut pas la perdre. Et cette ambition, elle est évidemment de pérenniser, de faire durer, de faire performer nos modèles. Donc ça, c'est notre vision qu'on souhaitait partager avec vous. Une autre façon de présenter la situation, c'est d'essayer de répondre à cette question. Finalement, aujourd'hui, si j'interroge la performance de mon organisation, comment je peux la mesurer? J'allais dire, historiquement, on a beaucoup évalué la performance des organisations en se fondant essentiellement sur des critères d'ordre financier. Des critères de performance économique qui étaient liés à la capacité à produire une certaine rentabilité, un certain bénéfice, à produire une trésorerie, à faire face à son développement, à son cycle d'exploitation, à générer des équilibres de haut de bilan et de gestion du BFR qui étaient performants. Voilà, ça c'était la façon finalement d'appréhender la performance d'une organisation. Mais finalement, cette exigence de performance, aujourd'hui, elle est presque dépassée. Et d'ailleurs, on voit que les différentes parties prenantes, on y reviendra, font d'aujourd'hui une analyse qui repose évidemment sur des éléments financiers, ça reste, mais aussi qui intègre de plus en plus dans les modèles un certain nombre d'indicateurs extra-financiers. Et c'était justement l'ambition de cette démarche RSE dans sa version la plus aboutie avec la directive CSRD, mais qui était donc d'intégrer des critères, on parle de critères ESG pour environnement, social et gouvernance, et qui viennent finalement poser d'autres éléments de mesure de cette performance-là. On parle de partage de la valeur, d'index égalité hommes-femmes, de bilan carbone, de plan mobilité, tout ça contextualisé par cette analyse de double matérialité et reporté dans un rapport de durabilité. Voilà, donc ça c'est aussi une conviction que aujourd'hui vous devez bien intégrer cette idée que votre organisation sera interrogée dans sa performance, à la fois en retenant des indicateurs de nature financière, comme on l'a appris de tout temps, mais aussi en conjuguant des indicateurs extra-financiers. C'est comme si finalement on découvrait de nouveaux indicateurs qui nous permettent finalement d'améliorer notre compréhension du fonctionnement de l'organisation et tout simplement d'en avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision et tout simplement d'ajuster des meilleurs choix pour prendre des bonnes décisions pour demain. Je vais faire un parallèle qui peut être inadapté, mais c'est comme si finalement vous aviez l'habitude de mesurer votre santé à travers une prise de sang, des éléments de mesure qui étaient finalement le rythme cardiaque, des éléments qui étaient assez établis, qu'on découvrait demain que par les apports scientifiques, on avait aussi la possibilité finalement d'avoir d'autres métriques, d'autres indicateurs qui nous permettaient finalement d'apprécier de façon plus performante, de façon plus fine, finalement notre état de santé et d'adapter, de faire évoluer nos comportements par rapport à notre santé pour tout simplement la préserver, voire l'améliorer. Donc on est exactement dans la même situation-là avec cette analyse et cette démarche de responsabilité sociétale. On a placé les systèmes d'information au cœur de ce cercle, puisque voilà, rien ne peut se faire évidemment sans un système d'information qui permette finalement d'avoir une bonne lecture. On les connaît dans ses fondements sur la partie financière, mais sur la partie financière, il y a une organisation aussi évidemment de la collecte des bons indicateurs, des bons métriques pour pouvoir ensuite définir ces indicateurs et ensuite pouvoir les analyser et ensuite les reporter. Voilà, donc là aussi, c'était un autre élément qu'on voulait partager avec vous, c'est justement cette mesure de la performance d'une organisation. Alors, Alizé, on parlait donc RSE, CSRD, donc si on essaye de se résumer, pourquoi il est utile, nécessaire de s'engager dans une démarche de transformation globale. Oui, merci Valentin. C'est vrai que tu en as déjà un peu parlé, mais c'est vrai que quand j'accompagne les clients dans leur démarche RSE, on vient vraiment se reposer, prendre de la hauteur sur le modèle économique. C'est vrai que tu as parlé du système d'information, mais
là, tout le défi que j'ai au sein des entreprises, c'est vraiment mettre en place maintenant des outils extra-financiers pour avoir les indicateurs extra-financiers comme on peut l'avoir en matière financière, en un clic, avoir l'évolution de mon chiffre d'affaires. Et là, moi, je vais chercher l'évolution de d'autres choses, comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, je viens un peu interroger les dirigeants sur leur modèle économique, quelles sont également, comme tu l'as dit, les attentes de leurs clients, de l'ensemble de leurs parties prenantes, pour voir est-ce que demain, le modèle, il va fonctionner ou pas, et voir comment on peut anticiper tout ce qui peut arriver dans le futur comme évolution. Et puis, en fait, lorsqu'on prend de la hauteur aussi, en regardant toute ma chaîne de valeur, des fois, je peux me dire, j'ai peut-être une organisation qui peut être améliorée. Et quand on améliore son organisation, on gagne aussi en rentabilité et en efficacité. Donc là, on va également venir performer derrière. Et c'est vrai que j'échange avec d'autres personnes quand je fais la démarche RSE. Je ne suis pas forcément avec l'équipe financière. Et derrière, je viens aussi sensibiliser, mobiliser des équipes par de nouvelles fonctions, de nouveaux enjeux. Et derrière, on embarque les équipes et on performe aussi grâce à nos équipes. Et après, il y a quelque chose de très central, c'est quand même se financer. Aujourd'hui, les entreprises, on cherche tous du financement et les banques, dans les petites cases qu'elles cochent pour vous donner oui ou non un financement, il y a des données extra-financières. Donc, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de donner les éléments dont la banque a besoin pour que vous puissiez peut-être accéder à un financement moins cher ou tout simplement vous dire oui à un financement? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Banque de France, dans sa notation, a changé ses critères d'évaluation et a mis en place de l'extra-financier. Donc, si vous êtes une entreprise qui regarde beaucoup sa note Banque de France, dites-vous que demain, si vous n'engagez pas votre démarche RSE, vous allez peut-être voir votre note diminuer juste parce que vous ne rentrez plus dans les critères de cette cotation. Et enfin, il y a tout ce volet réglementaire. C'est vrai que la RSE, tout ce qui est extra-financier, ça touche un certain nombre de domaines assez importants. Donc, on vient aussi se repositionner, revoir si tout ce qui est les process liés à mon devoir de vigilance, est-ce que j'ai mis en place des choses pour qu'il n'y ait pas de corruption au sein de toute ma chaîne de valeur. Et tout ça, on va le re-questionner et peut-être aussi bien se sécuriser sur certains aspects, normes qu'on aurait pu mettre un peu de côté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on regardait beaucoup la partie financière et peut-être moins certains aspects qui sont aussi importants aujourd'hui. Donc vraiment, les 4 mots-clés qu'on peut garder, c'est durer, performer, se financer et conformité réglementaire. Donc ça, c'est effectivement quatre objectifs clés, et 4 bénéfices finalement à se lancer dans cette démarche de transformation globale à l'aube de ces mutations profondes qu'on a évoquées tout à l'heure. Ce qu'il faut aussi évidemment avoir en tête, c'est que finalement toute cette démarche, toutes ces attentes finalement tout simplement des consommateurs, du marché, de l'ensemble des parties prenantes finalement, mais aussi de nos collaborateurs, elles vont pas changer. Ces attentes, elles ont évolué, elles intègrent déjà ces fameux indicateurs extra-financiers. Et c'est pas ce projet Omnibus qui va diminuer les attentes et les exigences de reporting, de transparence des organisations et tout simplement d'amélioration. Donc gardons cette idée que finalement ce projet Omnibus va nous éloigner probablement de cette complexité de reporting, de ces 1200 effectivement points de données, de ces fameux 1200 data points qui évidemment rendaient la matière finalement assez difficile, voire presque inaccessible, en tout cas de façon inadaptée ou inappropriée pour le plus grand nombre, pour finalement se concentrer sur l'opportunité finalement de recentrer sur une démarche beaucoup plus simple. Alors cette démarche beaucoup plus simple, puisque on parle maintenant du VSME. Alors VSME, ça veut dire Voluntary Standard for Non-Listed Micro, Small and Medium-Sized Undertakings. Donc c'est cette norme finalement volontaire pour les sociétés moyennes, on peut le résumer comme ça. Donc cette norme, ces normes VSME sont des normes qui finalement sont aussi
proposées et qui font partie de cette directive CSRD. C'était simplement, ça avait été prévu dans le corpus réglementaire d'origine, simplement évidemment était beaucoup moins mis en avant puisque c'était pour les sociétés hors scope, et comme le scope était quand même assez large, finalement tout le monde s'était concentré sur la CSRD, cette VSME était passée finalement un petit peu à côté. C'est l'EFRAG donc qui est cette institution qui propose les différentes normes et qui finalement donne ce cadre de reporting et de réflexion. Donc, c'était le cas pour la CSRD, ce sera le cas avec la VSME. Et finalement, quand on parle de VSME, on parle de deux modules. On a un module de base, un module narratif, donc un module plus simple, sur lequel on n'a même pas d'analyse de double matérialité nécessairement à modéliser, un module narratif qui cette fois-ci est un peu plus abouti, un peu plus avancé, et qui là repose sur cette fameuse analyse de double matérialité. Donc, on travaille déjà évidemment sur l'appropriation de ces différentes normes pour essayer d'en produire une méthodologie adaptée. Ce que vous pouvez aussi déjà retenir à ce stade, c'est que si on est sur un modèle de base VSME, on parle d'une dizaine d'indicateurs. Ces indicateurs, ils sont disponibles, mais on parle de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, on va parler de pollution de l'air, on va parler d'utilisation de l'eau, de caractéristiques de la main-d'œuvre, de santé, de sécurité au travail, de rémunération et de formation, et de corruption et sanctions. Donc on va retrouver finalement aussi ce qu'on pouvait appréhender ou aborder à travers la norme ISO 26000. Donc on retrouve finalement des choses qui sont finalement assez cohérentes. Donc ça, c'est ce corpus de normes donc, qui pourrait évidemment être une alternative, une solution pour garder un cadre structurant. Donc notre proposition, notre recommandation finalement par rapport à cette situation-là, c'est, comme on l'a évoqué, c'est pas parce que ça n'est plus obligatoire que c'est pas bon pour votre organisation. Donc si c'est bon, il faut poursuivre les démarches entreprises, simplement adapter la méthodologie pour profiter donc de cette opportunité de la rendre plus accessible, plus simple, d'embarquer mieux évidemment toutes les personnes qui y travaillent et d'en partager une meilleure compréhension. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'entamer cette démarche et cette démarche personnalisée peut-être en retenant cette base VSME comme étant finalement un repère et une méthode beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus adaptée à votre organisation. Notre recommandation serait quand même de conserver cette analyse de double matérialité, puisque si on doit conserver quand même une avancée, un héritage fort de la CSRD, c'est quand même celui-ci, c'est cette capacité finalement à appréhender son modèle à travers cette matérialité financière, encore une fois qu'on a connue de tout temps, mais aussi de l'améliorer, de la transporter finalement et de l'augmenter de cette analyse d'impact, cette matérialité d'impact qui finalement amène beaucoup de profondeur et beaucoup de contenu à l'analyse. Voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Je vois qu'il est 9h36, on a prévu ce format volontairement dans un cadre un petit peu court. On a choisi volontairement de ne pas revenir sur le cadre de la CSRD, puisque vous voyez que son scope s'est nettement réduit, même si, comme on l'a rappelé en introduction de ce webinaire et dans ce premier slide, voilà, Alizé vous l'a très justement rappelé, pour l'instant, on n'était que dans un projet de texte européen, voilà, même si évidemment, voilà, il faut comprendre qu'il y a quand même une forte probabilité pour que tout ça soit transposé, même si on n'a pas trop de visibilité sur le calendrier, qu'à ce stade, la directive telle que nous la connaissons reste en vigueur. Ça, c'est le côté purement réglementaire, mais si on fait comme un peu de prospective, voilà, il est plus que probable que voilà, ces simplifications, cette dérégulation par rapport au redressement des seuils, donc report de 2 ans pour ceux qui restent concernés, et ceux qui restent concernés, c'est les entreprises de plus de 1000 salariés. Je fais un peu un résumé. Donc une entreprise qui emploie plus de 1000 salariés devra reporter pour la première fois en 2028 sur ses données 2027. C'est ça le calendrier. Puisque là, on devait reporter en 2026 sur les données 2025. Donc ce sera ça le nouveau calendrier pour les plus de 1000. Pour les autres, plus aucune obligation. Dans le fameux ruissellement qui était prévu par la directive CSRD, qui finalement devait inviter les entreprises à engager, à embrasser la démarche, seront limitées finalement aux exigences VSME. On ne pourra pas demander plus à une entreprise que d'être dans cette conformité VSME. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi de faire ce petit encart sur ce nouveau dispositif.
voilà, on vous invite évidemment à vous rapprocher de nous pour aller plus loin dans cette démarche-là. Et ensuite, donc, de saisir cette opportunité finalement de simplification, voilà, pour repositionner la bonne énergie, garder finalement le cap de l'interrogation de vos modèles, de l'action, la prise de décision, et ensuite du choix de l'investissement plutôt que la production de reporting complexe. Et donc ça, on ne peut que s'en féliciter. Voilà, ne perdons pas notre ambition sur tout ça, hein. Nos modèles doivent s'adapter, ils doivent intégrer des données qui sont nouvelles. Aujourd'hui, et accéléré par une conjoncture économique un peu difficile et un peu atone, on découvre malheureusement presque chaque jour des entreprises qui connaissent des situations difficiles, voire irréversibles. Donc, vraiment, chacun pourra faire sa propre analyse des situations, mais il y a objectivement un certain nombre d'entreprises qui connaissent aujourd'hui cette réalité-là malheureuse pour l'entreprise, parce que les modèles ont changé et peut-être les modèles ne se sont pas adaptés, en tout cas pas suffisamment tôt, pas suffisamment vite pour répondre à des exigences qui ont fortement évolué. Donc, arrêtons de gérer des temps courts, gérons des temps longs, et pour gérer des temps longs, il faut savoir exactement vers quoi on va. Et pour savoir vers quoi on va, il faut poser ce cadre, poser cette équation de l'entreprise. La chaîne de valeur, la double matérialité, c'est une bonne méthode, c'est un bon outil dont on insiste là-dessus puisqu'on y a travaillé quand même pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous exactement. Je regarde en même temps du coup je vois pas de questions à ce stade. Ça a été clair apparemment. A priori, oui. On va vous laisser quelques minutes peut-être pour le temps d'écrire vos questions. Voilà, n'hésitez pas évidemment à nous recontacter l'issue. On partagera notre support, on rajoutera nos coordonnées avec Alizé. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions. Alors, description des VSME, donc c'est une question qui est posée. Alors, attendez, je remets la question en entier. Le lien vers la description des VSME, donc effectivement, oui, ok, on peut mettre dans le support, quelques liens utiles pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Pour mettre même le lien, en fait, il y a la norme VSME qui est publiée par les FREG, qui est disponible. Ça fait une 60aine de pages, évidemment, pour vous mettre le lien. Alors, une question sur les outils, la stratégie en termes de démarche. Donc, il existe évidemment des outils, et la personne qui me pose la question, évidemment, est tout à fait informée, avertie sur le sujet. Donc, il existe des outils. Donc, nous, on travaille avec un partenaire donc, qui a éprouvé un modèle depuis déjà de nombreuses années, qui est le modèle donc, proposé par ABCSR, qui permet d'entamer une démarche et de faire un scoring qui pose une base sur le principe de la norme ISO 26000 qui avait été aussi adapté, évolué pour déjà embrasser finalement les exigences de la CSRD. Donc voilà, nous c'est l'outil qu'on a retenu et c'est l'outil qu'on continuera à proposer à tous nos clients, toutes les organisations qui voudraient entreprendre cette démarche-là et qui finalement ne savent pas par où commencer. Et cet outil, voilà, il est accessible, il est simple finalement dans sa compréhension. Il repose sur des données qui sont faciles d'accès, hein, les données financières à partir du fichier des écritures comptables, mais aussi les données sociales disponibles à partir des données des DSN. Voilà, et donc derrière, on peut déjà avoir une idée finalement de quelques indicateurs qui constituent une base, voilà, pour ensuite déjà prioriser peut-être quelques actions. Donc ça, c'est pour la question sur les outils. Alors sur la taxonomie verte, c'est une question de Stéphanie. Donc la taxonomie, là aussi, il y a des simplifications qui sont attendues autour de la taxonomie, hein. La taxonomie, c'était un reporting complémentaire pour identifier des activités finalement classifiées comme étant non vertueuses, en tout cas polluantes. Et donc là aussi, il y a tout un paquet de propositions qui visent à simplifier cette taxonomie, pardon, qui était aussi complexe à mettre en œuvre. Pardon.
complexe à mettre en œuvre. Très complexe à mettre en œuvre, effectivement, et qui est peut-être encore moins lisible que la CSRD. Le seuil de 1000 salariés se comprend en ETP. Alors oui, il y a la question sur les, oui, effectivement, sur le, pour répondre à la question d'Alain sur comment se calcule le seuil de 1000 salariés, pardon. Dans le détail, ça, on ne sait pas. On va noter la question, on va essayer de trouver l'information sur le côté effectivement intérim et saisonnier. En général, on raisonne en ETP annuel moyen, donc je pense que ça ne change pas. Si le CA supérieur à 50 millions et l'effectif inférieur à 1000, est-elle toujours concernée par la CSRD? Alors, a priori, non. C'est-à-dire que c'est bien 1000 qui constitue une condition première. Et si on dépasse ce seuil de 1000, c'est ensuite qu'on apprécie le seuil de 50. Bon, c'est là où aussi peut-être qu'on aura des précisions sur ces seuils, parce que avant on avait un effectif de 250 salariés et un seuil de chiffre d'affaires à 50 millions. Donc là ils ont changé, ils ont fait évoluer le seuil de 1000 salariés, mais ils n'ont pas fait évoluer le seuil de chiffre d'affaires à 50 millions. Donc ça c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais simplement on a une mécanique qui est différente. Avant c'était 2 des 3 critères. Là on a un critère premier qui est critère de l'effectif salarié, et ensuite si celui-ci est dépassé, on regarde le chiffre d'affaires au total bilan. Bon, il est fort probable qu'une entreprise qui emploie plus de 1000 personnes, voilà, et un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions d'euros, ou un total bilan de plus de 25 millions d'euros. Voilà. La nomination d'un CAC CSRD reste-t-il obligatoire pour la vague 2? Oui. Très bonne question. Là, on est dans cette fameuse zone un peu grise, puisque finalement, on avait effectivement pour les entreprises concernées par la vague 2, il y avait donc cette exigence de nomination d'un commissaire aux comptes appelé à certifier le rapport de durabilité qui devait intervenir avec l'approbation des comptes 2024. Donc, nomination à faire en fonction des dates d'assemblée, peut-être avril, mai ou juin, donc très prochainement. Évidemment, si la réponse aujourd'hui, c'est oui, il faut continuer puisque le droit français continue à s'appliquer. Maintenant, comme je l'ai évoqué, on peut quand même s'attendre à peut-être quelque chose d'assez rapide qui pourrait être un décret, encore une fois, qui permettrait d'installer ce délai de 2 ans pour donner ce recul-là, ce temps finalement que le processus aille jusqu'à son terme, parce que si l'obligation finalement de publier un rapport certifié n'existe plus, l'utilité d'un commissaire aux comptes pour la certification ne se justifie plus non plus. Donc voilà, pour ne rien vous cacher, que là l'actualité est tout à fait chaude, moins d'une semaine, donc voilà, tout le monde évidemment est en train de réagir et de produire un peu sa doctrine sur le sujet. Nos instances nationales et la compagnie nationale des commissaires aux comptes a prévu une réunion avec les élus nationaux, mais on a une de nos associés qui fait partie de l'équipe, donc une réunion ce soir justement pour aborder ces sujets-là et de voir dans quelle mesure cette obligation reste en vigueur ou pas. Donc évidemment on reviendra vers vous, voilà, en particulier puisque c'est lui qui nous pose la question, mais d'autres aussi évidemment si vous le souhaitez, pour vous donner les précisions attendues. Voilà, au plus près évidemment des commentaires, des évolutions réglementaires, puisque les choses vont se préciser nécessairement dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Voilà, je reparcours les questions pour voir si je ne pense pas en avoir oublié. Donc oui, il y a eu bien des questions donc, sur le SME, on mettra encore une fois les fameux liens, etc. Voilà, écoutez, j'espère je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Il est 9h47, donc 47 minutes de commentaires sur ce sujet d'actualité. Donc voilà, peut-être pour essayer de se résumer. Donc on a donc un projet de texte européen qui va donc devoir suivre son processus naturel avec toute la complexité de l'appareil législatif européen, devra ensuite trouver sa transposition dans le droit français.
on peut quand même anticiper donc une évolution majeure dans le scope d'application donc de la directive telle qu'elle était connue. Donc, ne seront concernées a priori que les entreprises qui emploient plus de 1000 salariés pour un reporting à produire en 2028 sur les données de 2027. Voilà, ça c'est le cadre de la CSRD tel que vous le connaissiez aujourd'hui. Pour toutes les autres organisations, elles sont déliées de toute obligation réglementaire, donc de toute obligation aussi de certification. Simplement, notre conviction, c'est que le sujet était évidemment vertueux puisqu'il invitait les organisations à se poser des bonnes questions, des questions fondamentales, des questions profondes sur leur modèle, sur des exigences liées à cette analyse de double matérialité et que pour faire un parallèle peut-être un peu simpliste, mais que je me permets quand même avec vous ce matin, c'est comme si finalement la CSRD était cette obligation qu'on vous avait faite d'aller faire un footing un dimanche matin et que cette obligation tombe. Vous n'êtes plus obligé d'aller faire ce footing le dimanche matin. Est-ce que pour autant, vous devez ne pas y aller parce que c'est plus obligatoire? Je pense que vous avez chacune et chacun d'entre vous la réponse. C'est bien d'y aller, c'est bon pour vous d'y aller. Donc voilà, je vous encourage à aller courir le dimanche matin et à faire ce footing parce que c'est juste bon pour vos organisations. Ça augmentera vos chances de durer, de performer comme nous l'avons évoqué. On risque quand même, avec cette évolution majeure, d'avoir peut-être des organisations à deux vitesses, celles qui auront poursuivi leur démarche d'introspection et leur démarche d'amélioration, et puis celles qui continueront finalement à produire un modèle selon des métriques, selon des analyses qui sont finalement un peu aujourd'hui passées et qui ne correspondent plus tout simplement aux attentes des parties prenantes. Merci pour votre attention, votre participation, et puis donc le support à venir très vite avec les quelques ajouts et quelques apports qu'on a évoqués avec vous ce matin. Et à votre disposition. Bonne journée à toutes et bonne journée à tous. Au revoir.